RLP. L'alternative, c'est pas malin. C'est la nuit noire ou le matin. C'est devenir un gros connard, fermé à tout témoin de rien. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? On est comme des girouettes rouillées. On sait plus comment s'orienter. Bonjour à tous et à toutes, RLPciens et RLPciennes, devant l'idiocratie, un espoir renaît toujours et encore, l'alternative. Nous avons aujourd'hui deux invités, Vincent et Sophie. Bonjour Vincent. Bonjour Luc. Bonjour Sophie. Bonjour Luc. RLP. C'est quoi le fond ? Alors, c'est une association qui s'appelle Le Croissant Fertile, qui est à l'intérieur d'une autre association qui s'appelle La Désobéissance Fertile. Voilà, D'accord. tout est fertile. À l'intérieur, explique-moi vite fait. En fait, c'est simplement une émanation de la D'accord. désobéissance fertile, c'est tout. Sophie, tu voulais dire ? Oui, je voulais préciser que en fait, la désobéissance a plutôt un mouvement national. Et le Croissant Fertile est le lieu où nous, on fait les expérimentations et où on habite. Voilà. D'accord, c'est plus qu'une émanation alors, c'est même un objet. C'est un objet, oui. Ok, Très bien. Et je l'avais mis sur ma petite feuille, un mouvement. C'est un Parce mouvement. qu'en préparant l'émission, j'avais compris qu'il y avait une histoire de mouvement derrière. Est-ce qu'il y a des salariés dans cette association ? Non, aucun. On est tous Non. bénévoles, oui. Comment ça fonctionne financièrement alors ? Alors, financièrement, on finance avec des événements. Donc on a plusieurs événements au cours de l'année. En fait, l'année dernière, on a fait un festival qui s'appelait Expulsation pour la montée en compétence de l'habitat léger. L'objectif de ces événements, c'est de financer des projets pour le site, notamment projets de barrage Castor, des projets de baissière pour aggrader le terrain et mettre en mouvement les idées qu'on D'accord. peut avoir. Ouais. Tout est reversé sur le lieu Oui. pour faire fonctionner le lieu. Le C'est lieu, ça. exactement. Par exemple, la gradation du sol, on a besoin de financement pour... la gradation, c'est le contraire de la dégradation. Donc, on améliore le sol par des choses comme l'hydrologie régénérative, comme... Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'hydrologie régénérative, c'est la science de la circulation de l'eau, on va dire. C'est au lieu que l'eau soit drainée dans une politique de tout tuyau, on va drainer l'eau de façon à ce qu'elle reste le plus souvent, le plus vite, le plus longtemps possible dans le terrain, mais dans le sol, de façon à hydrater le sol. Et quand on en a besoin en été, eh bien, on l'utilise et on la stocke en hiver. Voilà. D'accord, c'est le côté régénératif en fait, c'est que ça permet de l'utiliser en reportant dans le temps. L'idée, c'est au lieu de laisser l'eau ruisseler et alimenter les rivières en direct, on la force à s'imprégner dans le sol, notamment via les baissières ou les mares. Et du coup, le stock se fait en nappe alluviale ou en nappe profonde. Donc, du coup, c'est stocké. Mais après, il n'y aura plus de rivière si tout le monde fait ça. Si, parce que ça continue ça alimente la nappe mais de la rivière, justement, mais en plus en douceur. Ça évite, justement, les problèmes de crue. Au lieu qu'elle passe de manière assez flash comme ça, on la garde et puis elle se répartit dans le temps et c'est beaucoup plus efficace et plus intéressant. On la temporise. On est déjà dans l'acte là. Exactement. On va se faire un petit point quand même d'histoire. Premièrement, avant l'histoire, ça veut dire quoi le croissant fertile ? C'est cette histoire de croissant, c'est la baguette, c'est quoi ? C'est pour rester en France ? C'est le pain au chocolat ou la chocolatine. Ouais. Non, le croissant fertile, en fait, c'est lié déjà à l'histoire du croissant fertile, une région qui a donné lieu à la naissance de l'agriculture en Iran, Irak, qui correspondait à la Perse. Et du coup, on a voulu reprendre cette idée, déjà avec la forme civilisationnel. Ouais, voilà, c'est un creuset civilisationnel. Et en fait, la forme du lieu aujourd'hui à Marval correspond plus ou moins à un croissant. Et en fait, on a repris cette idée du croissant fertile où il y a une fertilité des idées. Ah d'accord.
Oui, rien à voir avec la nourriture. Okay. Et comment ça naît cette action-là du croissant fertile à Marval? Jonathan Attias, qui est l'auteur de la désobéissance fertile pour une écologie offensive chez Payot, a commis ce livre et il a choisi de mettre en mouvement ses idées au croissant fertile. Donc c'est avec Caroline Pérez qu'ils ont tous les deux commencé à trouver le lieu, à s'installer. Et puis très vite, c'est qu'ils ont refusé d'être propriétaires pour éviter ces problèmes de hiérarchie dans les collectifs. Et donc ils ont choisi de rendre propriétaire l'association. Le lieu n'appartient à personne, il appartient à tout le monde. Seuls les habitats et légers, donc qu'on peut récupérer, sont à propriété des personnes. D'accord, mais au départ, il a bien été acheté ce lieu? Il a été acheté, oui. Alors, il a été acheté par la désobéissance fertile. Et par l'autre association. Ouais. Et nous, collectif d'usagers, le croissant fertile, on rembourse la désobéissance fertile. Ouais. Ouais. D'accord. Et en réalité, c'est qui les êtres humains derrière la désobéissance? C'est Sophie et moi, c'est Caroline et Jonathan. Parce que du coup, quand vous remboursez c'est Léa. Ce pactole, c'est les événements qui remboursent la désobéissance fertile. D'accord, mais cet argent c'est les événements. Cet argent, on le réinvestit dans le lieu. Ok. Voilà. Je voulais boucler la boucle. Ben oui, pour le cycle. Ouais. On fait des événements qui servent à financer le croissant, qui servent à financer la désobéissance fertile. Pour faire comprendre que vous n'êtes pas sur un enrichissement personnel. Non, pas du tout. Qu'il y a bien quelque chose qui se met en place. C'est plus grand que nous. Ouais. D'accord. Et donc, tu disais, combien d'habitants? 9 Nous, on est 9, 5 adultes et 4 enfants. Donc, vous avez commencé à en parler un peu. Ça cible la gradation du sol, les habitats réversibles. Qu'est-ce que vous comprenez dans l'habitat réversible? On a compris la gradation du sol, mais l'habitat réversible. Il se retourne, c'est quoi? Il se retourne, il fait un salto arrière et il se retourne. Comme c'est les vêtements, des fois. Ah oui, c'est ça. Il y a une version été, il y a une version hiver. Alors, un habitat réversible, c'est un habitat qui ne prend pas d'empreinte au sol. Il n'y a pas de fondation en dur qui meurtrit le sol, en fait. C'est généralement sur pilotis, et on peut arriver et repartir, sans trop de dommages au milieu. Pilotis en bois. En bois. Et c'est donc des habitats sans fondation démontables ou compostables. D'accord. Sans fondation béton. Sans fondation. En fait, l'idée, c'est de répondre à la contrainte de l'imperméabilisation des sols, en fait. On ne veut pas d'habitat qui prennent justement, qui imperméabilisent les sols. Une maison avec même au-delà de ses fondations, sa structure, etc., toute la surface de la maison, c'est une zone où l'eau ne peut pas pénétrer. En plus, on fait en sorte que ça ne soit pas le cas. Et plus on multiplie ce genre d'habitat, plus on empêche l'eau de rentrer dans le sol. Et donc, c'est là où on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'eau qui ruisselle et qui part trop vite dans les rivières. Et donc là, on laisse justement une espèce de transparence hydraulique et on laisse la possibilité toujours à l'eau à circuler. Et donc, il n'y a pas d'empreinte comme ça sur le sol. Et réversible parce qu'effectivement, on peut plier bagages et aller s'installer ailleurs sans impact. Voilà. Je me rends compte que c'est très technique. Vous avez quelle formation au départ? Alors moi, je suis géologue géotechnicienne à la base. Voilà. D'accord. Et moi, je suis diplômé d'un master de Subdeco, Toulouse. Voilà, master de marketing pour Subdeco Toulouse. D'accord. Et du coup, le côté agricole, comment ça vous est venu? Alors moi, c'est un long projet, en fait, à la sortie de mon bac. Enfin, je vais commencer par la fin, parce que ce sera plus vite. En fait, le master, c'est marketing et technologie agroalimentaire, et ça réunit à la fois, donc en bac plus 5, à la fois la technique agroalimentaire et comment le positionner dans la tête du consommateur. C'est le marketing. Au départ, tu as une formation quand même pour avoir les gens.
Avoir leur cerveau. Ah oui, pour avoir leur cerveau, ouais. C'est moi qui... Enfin, avec plein d'autres personnes, plein d'autres acteurs, on est là pour positionner un produit et savoir comment le rentabiliser au maximum pour donner du revenu aux agriculteurs, surtout. Parce que, par exemple, l'exemple que je reprends souvent, pardon Sophie, elle le connaît tout le temps, un agriculteur qui fabrique des cornichons, il a des petits cornichons, il a des gros cornichons. Lui, il fabrique des cornichons et il veut, en le donnant à un faiseur de cornichons, que toute sa production agricole soit le maximum valorisée pour que l'année prochaine, il refasse des cornichons. Donc il y a les petits cornichons, on va les positionner dans la tête des gens d'une certaine manière, et les gros cornichons, on va les positionner d'une autre manière pour que les deux... Trouver un marché pour les deux. Voilà, c'est tout. C'est simplement ça, pour que grâce à l'agriculteur, on puisse encore vendre des cornichons et que les consommateurs puissent consommer des cornichons. Voilà. Donc mon travail, c'était ça, c'était positionner dans la tête des gens ces deux produits agricoles. D'accord. Un libéral qui arrive dans le monde du terre à terre. Oui, mais j'étais déjà terre à terre, puisque les cornichons, ils poussent pas dans des trous à essai. Puis moi, à la base, je suis fils d'agriculteur, donc j'ai couru après des vaches. Donc quand je les vois en steak, oui, c'est un parti pris que j'ai sur l'utilisation de la terre. Oui, mais c'est aussi parce que tu connais le système en profondeur que tu as voulu aussi, que tu t'y es pas engagé et que tu as choisi une autre voie. Oui, c'est vrai. Dans l'agroalimentaire, j'avais coutume de dire que plus j'avançais dans les études et plus je voulais avoir un jardin à moi, en fait. Ouais. Voilà. Bon, je te le dis, Vincent, j'ai besoin de rien. S'il te plaît, vous laisse-moi tranquille. Merci. Ok. Vous l'avez dit, alors c'est à Marval, le lieu. Oui, Marval, dans la Haute-Vienne. Alors, c'est sud de Haute-Vienne, dans le PNR, donc le parc naturel régional de la Dordogne Haute-Vienne. Pourquoi ce choix ? Déjà, qui a fait ce choix et pourquoi ce choix ? Parce qu'on a eu... Si, parce qu'il y avait déjà dans le secteur aussi beaucoup d'habitats légers, un écosystème qui se mettait en place et qui est déjà relativement mature, notamment Dordogne, Haute-Vienne, tout ce secteur-là est très mature vis-à-vis de ce genre de démarche. Et après, d'avoir trouvé le terrain, cet endroit-là aussi, a fait que, au départ, la Marval était une mairie qui s'était positionnée très favorable aux habitats légers. Donc, il y avait aussi ça qui avait poussé, en tout cas, aidé dans le choix. Et voilà. Je pense que c'est ça l'essentiel. Mais en fait, on a trouvé aussi un agriculteur qui voulait vendre ses terres, simplement. Hein. On va être bientôt à la croisée des chemins où dans 10 ans, la moitié des agriculteurs présents doivent vendre leur exploitation, puisqu'ils sont à la retraite, et puis que le métier d'agriculteur est éprouvant. Cet agriculteur, il a choisi de transmettre sa terre à un projet d'expérimentation sur la gradation et sur l'habitat réversible. D'accord. Donc c'était vraiment... c'est un bien grand mot de dire du militantisme. Lui, il cherchait à vendre une terre, quoi. Voilà. Oui, mais il pouvait le vendre à un agriculteur. Un plus gros que lui. C'est ça, qui ne l'aurait pas bien payé, mais il a du coup choisi... il a choisi aussi... oui, c'est un joli choix. C'est un joli choix, puisque nous, on apporte aussi des habitants dans la commune. Hein, on est 9 de plus, quoi. Voilà. D'accord. On va y revenir après ce que vous allez en faire du lieu. La question qui fâche à chaque fois dans cette émission, la sociologie des gens qui fréquentent vos lieux. Et la sociologie aussi des gens qui y habitent actuellement. C'est-à-dire, en gros, d'où on vient, de quel milieu social vous êtes issu, de quel milieu éducatif. On a tous les deux fait des études Bac+5, donc, mais grâce à notre gouvernement, avant, on avait l'école pour tous, 80% des bacheliers... doivent avoir ça, doivent avoir le bac. Donc on a poursuivi nos études, Bac+5. Moi j'ai eu une carrière de chef d'entreprise, mais c'est terminé. Bon, voilà. C'est terminé ? Oui, c'est terminé plus ou moins, puisque je continue un peu, mais pas autant. Voilà. C'est pas effréné. D'accord. Pas effréné, ouais. Et du coup... Sans indiscrétion, tes parents, ils faisaient quoi comme travail ? Comme dit, mon père, avant, il était ingénieur chimiste chez Pfizer, et puis il est devenu agriculteur, et ma mère, elle était éducatrice spécialisée. Voilà. D'accord.
Il y a un monde et un milieu. Et moi, Même mes question. parents, ma mère est issue de l'immigration des pays de l'Est. Elle était professeure en Tchécoslovaquie. Et en 70, en 69-70, elle a rencontré mon père. Elle est venue s'installer en France. Et mon père était instituteur et sous-directeur d'IME, instituteur spécialisé. Donc aussi, pareil, on est issu quand même D'un milieu éduqué. Facilitant, on va dire. Facilitant Parce que j'ai pour remarqué les que le mot études. aisé, il était gênant des fois, mais facilitant. Oui, parce qu'après, du coup, ma mère en France, elle a plutôt été artiste. Enfin, elle faisait déjà de la peinture dans son pays, mais là, elle a vraiment, comme son diplôme n'a pas pu être transféré en France, elle a complètement travaillé en tant que peintre plasticienne. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Donc, Et le public, il qui est vient- extrêmement varié. Oui, c'est... On en rencontre, termes d'âge, de milieu, est-ce que vous vous permettez de leur poser ces questions-là sur le milieu d'où ils viennent, etc. Oui, parce Ou est-ce que ça émerge dans des discussions? Si, puisque dans nos démarches, on a une démarche aussi d'écoute intéressée des gens. Donc, on veut aussi les connaître et donc forcément, c'est un sujet qui arrive et qui permet de voir effectivement des gens de tous horizons. de tous horizons, en fait. Ça va du responsable marketing d'une start-up à une éducatrice spécialisée qui va s'occuper d'une crèche, quoi. Ou alors quelqu'un qui a décidé déjà depuis longtemps d'être voyageur et qui est aussi déjà beaucoup plus avancé dans des démarches plus nomades. Ce serait intéressant de savoir ce que font ses parents à lui. Mais est-ce que vous avez des gens du monde ouvrier, quoi, des gens qui travaillaient dans les usines, par exemple? Il n'y en a plus beaucoup des usines. Il y en a quelques-unes Il y en a encore. quelques-unes encore, mais... Si, on en a. des petites. En fait, L'industrie, c'est vrai. Rachel, par exemple, qui sont venus le dernier moment d'exploration. Ah oui, tout à fait, oui, ça y est, je vois. Qui sont issus du milieu ouvrier et qui ont vécu en cité et qui avaient ce désir-là, en tout cas cette démarche-là, qui a commencé à rentrer pour eux et à chercher des solutions différentes et alternatives. Et même, ils avaient une maison, ils avaient fait construire une maison qu'ils mettent en vente pour pouvoir aller faire un système plus proche de la nature et plus viable. Donc, une fois touché et intéressé, sensibilisé à la problématique, en fait, on peut toucher vraiment tout type de profil. Ouais. Oui, c'est pas un club fermé, Bac plus 5, hein, c'est un club... Très intéressant ce que tu viens de dire. Parce que du coup, en montant cette émission, moi je me permets de poser ces questions-là pour faire comprendre aux auditeurs et aux auditrices, premièrement que ce n'est pas un milieu que de hippies, il peut y en avoir, mais que souvent, il faut avoir une culture pour arriver à changer le monde et à rentrer dans des systèmes alternatifs. Il faut être quand même cultivé à quelque chose. Et notamment, se donner le droit au changement. Se donner le droit à l'adaptation, se donner le droit à sortir un peu de son usualité, de son habitude. Et pour ça, on s'aperçoit que beaucoup de personnes qui prennent des initiatives autour de ça sont des gens qui viennent d'un milieu qui favorise ça. Alors, c'est pas forcément des milieux très riches, hein, non. Mais souvent, c'est un milieu qui est cultivé. C'est ça. Et du coup, ça permet des choses. Et je pense que c'est important de le mettre en avant, parce que si on veut changer les choses et passer un message constructif, il faut savoir mettre en avant des réalités. Il y a un milieu social qui est plus touché pour faire de l'alternative que d'autres. Bon, les très riches, ils n'ont pas besoin de faire d'alternative, et les très pauvres, ils n'ont pas les moyens. En fait, justement, c'est là aussi toute la démarche que nous, on peut avoir, notamment sur la conception des habitats légers, parce que c'est aussi une zone d'expérimentation. Et la notion de budget y est très, très importante. Et on peut voir, la plupart du temps, même toutes les propositions qui sont faites, cherchent à proposer des habitats à moindre coût. Donc en fait, au contraire, c'est une réponse à la problématique du logement et au droit au logement.
et même pour les gens les plus défavorisés, parce que on est autonome en eau, on est autonome en électricité, donc c'est des factures en moins à payer. On est, et les habitats, on peut en trouver on peut en fabriquer à moins de 10 000 euros. Ou même 5 000, enfin... Voilà, et là, toute la problématique vient sur cette difficulté maintenant que l'État nous oppose. On va y venir après. S'installer. On va y venir après. Non, mais par C'est exemple, très bien. c'est vrai que, par exemple, aujourd'hui... Ne réponds pas à la question, s'il te plaît. On va y venir après. Juste, on va faire une petite pause musicale. Du coup, vous avez choisi un morceau. Est-ce que vous voulez l'annoncer ? Alors, c'est This is a Film de Iggy Pop, et c'est Arizona Dream. Comme on est Arizona Dream, c'est bien. C'est le thème. À tout à l'heure. RLP. Radio Libre en Périgord. This is a film about a man and a fish. This is a film about a dramatic relationship between man and fish. The man stands between life and death. The man thinks, the horse thinks, the sheep thinks, the cow thinks, the dog thinks. The fish doesn't think. The fish is mute, expressionless. The fish doesn't think because the fish knows everything. The fish knows everything. RLP. De retour sur RLP avec nos deux invités, Vincent et Sophie, qui viennent de l'association Le Croissant Fertile. Je voudrais un peu plus creuser la notion de droit au logement. Qu'est-ce qui se passe autour du droit au logement sur votre lieu, Le Croissant Fertile ? Parce que je crois que vous avez eu quelques difficultés. On a quelques difficultés parce que nous, on veut se mettre en conformité avec la loi et on nous oppose ce droit-là. On nous interdit de nous installer sur une terre que nous exploitons. Voilà, c'est ça. Et qui nous appartient. Et qui nous appartient surtout. Elle nous appartient, cette terre. On veut s'implanter en tant qu'agriculteur pour avoir de l'autonomie alimentaire et on nous dit qu'on n'a pas le droit. Voilà. Je vais être embêtant. Est-ce qu'on vous interdit de vous y installer comme vous voulez ou on vous interdit de vous y installer hors de certaines normes ? La hiérarchisation des normes fait que il y a une loi qui s'appelle ALUR. Donc on ne va pas perdre des auditeurs avec tout un tas d'acronymes, mais ALUR, ça nous permet... le législateur avait pensé à ça, mais c'est pas utilisé en fait. Ça n'est jamais trop utilisé alors que... c'est dans la loi ? Oui, c'est dans la loi. On a le droit d'utiliser la terre... En fait, comme bon nous semble, mais on a le droit de l'utiliser, quoi. Après, la difficulté, elle est aussi dans les idées, c'est-à-dire que
les maires sont toujours très réticents parce qu'ils y voient souvent une cabane, ils appellent ça des cabanisations, par exemple. du lieu, ils ont un peu peur. Et d'ailleurs, au départ, les lois de l'urbanisme étaient un peu contre ça pour éviter un peu des constructions sauvages. La hippisation. Ouais, sans règles de sécurité. En fait, à force de mettre des règles de sécurité, des règles d'urbanisme pour s'assurer du bien-être des gens, à la fin, on s'est encloisonné dans quelque chose de très fermé et on oublie l'intérêt de départ de se loger et c'est tout à fait compréhensible. Il y a aussi, et on l'a vu, il y a des maires qui ont donné des droits, des permis de construire dans des zones qui sont inondables. Donc il y a cette notion-là aussi, on ne peut pas construire n'importe où, n'importe comment. Et ça, effectivement, il faut être vigilant. Cela dit, la démarche des habitats légers, de ces mouvements-là, c'est aussi d'avoir un cadre. Déjà, le premier cadre, pas de fondation. Ensuite, c'est d'utiliser des matériaux qui sont respectueux de l'environnement. Donc, en fait, finalement, on est aussi dans un système normatif, oui, mais avec des normes qui nous semblent plus en lien avec la nécessité d'aujourd'hui d'être sensible à l'environnement, à être actif. Qui sert plus la forêt que Vinci. C'est ça. Et qui sert plus le commun aussi parce que on répond aux exigences. Ouais. La France a déjà été jugée à plusieurs reprises pour inaction climatique. Nous, on prend les choses en main et on fait des choses qui devraient être faites, en fait. Terre à terre. À notre échelle. Terre à terre. Oui, le toit, il est fait avec quel matériau? Comment vous avez de l'électricité? Comment vous avez de l'eau dans le logement? Est-ce que vous en avez? L'eau dans le logement, on a un forage simplement. Un puits, c'est un puits. Voilà, parce qu'on dans le logement? Non, vous allez chercher l'eau à l'extérieur. On a un puits et on a une pompe qui nous permet d'avoir de l'eau. Cette pompe est alimentée par des panneaux solaires qui fabriquent de l'électricité dans des batteries. Voilà. Là, en ce moment, c'est un peu compliqué. On a des coupures électriques, ce qui nous rend aussi très économe en électricité. Ça permet aussi d'avoir cette réflexion-là sur l'usage des... On n'a pas de facture, mais du coup, c'est plus simple, c'est plus poétique. Par exemple, hier, on a cuisiné tranquillement, puis on a joué au dé à la bougie, quoi. Mais pas plus, quoi. Puis après, on a lu, et puis voilà, c'est tout, c'est fini, c'est pas grave. Enfin, c'est comme ça, c'est l'hiver, de toute façon, c'est l'hiver. Faut le vouloir, quand même, là, tu vois, comme tu l'expliques. Oui, faut le vouloir. On est d'accord, mais... Alors, c'est aussi une réflexion profonde, le choix de l'habitat léger sur quels sont les points de confort qu'on veut absolument garder et ceux sur lesquels on est plus flexible aussi. Et comment on pourrait toucher les auditeurs et les auditrices là-dessus ? Parce qu'on le voit aujourd'hui, la conso, je prends un jeune, qui, eux, sans le téléphone, sans les marques, sans la street food, sans le transport voiture perso, tous ces trucs-là, ils auraient du mal à concevoir le vécu autrement. Comment on pourrait faire ? Vas-y, je t'en prie. Un beau message. On a deux enfants. Une fille de 10 ans, Victoire, et un garçon de 13 ans, Simon. Donc on est dans la préadolescence, on est dans justement ces enfants qui pourraient être ultra consommateurs de choses. Par notre façon de vie, déjà même avant d'arriver, on n'a jamais, par exemple, les enfants, ils n'ont jamais consommé McDo de leur vie. Ah ouais. Et une fois, il nous est arrivé de nous arrêter devant un McDo parce que on était sur la route et machin, et les enfants, ils ont refusé. Ils ont dit non. On ne veut pas aller chez McDo. Donc, simplement par l'éducation, déjà par l'explication des choses. Ensuite, ils sont très au courant. On travaille la démarche, tout ce cheminement, on le fait avec eux. Et en fait, ils sont conscients de l'état du monde. Ils sont conscients ou ils aiment le discours de leurs parents ? Non, ils en sont conscients. Moi, j'ai mon fils qui un jour arrivé, et c'est peut-être la phrase qui a déclenché aussi notre vraiment mise en action, parce qu'on y a pensé beaucoup, mais la mise en action, je pense que c'est ce quand un jour il est arrivé, il devait avoir 8-9 ans, et il m'a dit... Maman, pourquoi tu m'as fait naître dans ce monde post-apocalyptique où c'est la merde totale et je vois pas
je vois pas où aller, quoi. Et j'ai dit, bon, bah, ok, on va le fabriquer, ce monde vers lequel on veut vivre, en fait. Il y a un autre truc aussi, c'est que régulièrement, on allait en Inde. Et en Inde, il fait très 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 chaud. Avant la mousson, il fait jusqu'à 50 degrés par endroit. Donc on voit la réalité déjà des choses. Je le dis aux auditeurs et aux auditrices, nos deux invités d'aujourd'hui n'ont pas l'air de consommer de choses. Parce que habitat léger, la forêt, aller en Inde, vous voyez, on pourrait avoir une image un peu. Je les ai devant moi, c'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que quand on emmenait nos enfants en Inde, on voyait la réalité d'autres personnes. Et c'était vraiment assez... Et pourquoi l'Inde? Pourquoi pas la Russie? Ou le Pakistan? En fait, ça a été un coup de cœur. C'est pas loin, le Pakistan. Quand on s'est rencontrés, en fait, j'avais prévu un voyage en moto en Inde. Et Vincent, il a passé son permis pour te suivre, c'est joli. Et pour me suivre, et on a fait ce voyage-là. Et ça a été le coup de cœur. Et après, on a voyagé 6 ou 7 fois, et à chaque fois pour visiter un état différent. Ok. Et sur ce côté, alors je chambre un peu, mais sur ce côté hippie, parce que je le redis, si on raccorde vos diplômes avec votre action, on se rend compte que vous n'êtes pas du tout les hippies des années 70, qui veulent tous vivre tout nus entre eux. Vous n'êtes pas du tout ça. On est parti à Katmandou. C'est ce que je vois après, je sais pas. Non, on est arrivé habillés, ouais. Mais cette idée-là, comment on pourrait la casser? Parce que personnellement, à force de rencontrer des gens qui vivent dans des systèmes alternatifs, je me rends compte que c'est très intellectuel. La démarche, effectivement, elle est assez intellectuelle, elle a été longtemps, mais à un moment donné, il faut agir. Et le choix, nous, on vient du Jura. Le choix d'arriver à Marval et aussi est là, c'est que le Croissant Fertile, il nous permet d'être un lieu d'expérimentation. Et moi, j'ai été militante politique. La bataille, elle me paraissait un peu énergivore. Par contre, j'ai beaucoup plus d'énergie pour le faire. Et je me dis, bon, il y en a qui savent faire pour la politique. Moi, je vais maintenant travailler sur une proposition. On est dans une lutte joyeuse, on peut faire une proposition où il y a une possibilité de vivre avec du confort, même si en ce moment, des fois, on a des coupures d'électricité, mais il y a moyen d'améliorer tout ça en étant robuste face à tous ces changements qui peuvent se passer et heureux dans la nature et avec quelque chose d'intéressant à faire. Et nous, on veut montrer qu'il y a quelque chose de plus intéressant, de plus beau, et on veut faire envie. C'est un des points pour lesquels je vous ai invité, pour mettre en lumière un peu... alors j'aime bien le mot robuste. C'est pas vrai, vous ne souffrez pas. Vous n'êtes pas en train de vivre comme des... Amis. Comme des gens qui subissent le froid, qui subissent... c'est pas vrai. Ok. Et comment vous vous chauffez? Je vous ai pas demandé, je pensais à un proverbe que me disait mon grand-père en occitan qui disait on a du pain, on a du bois, on devrait passer l'hiver sans trop nous fâcher. Et en fait, il rajoutait avec du vin quand même. On a du pain, on a du bois, on a du vin, on va pas trop se fâcher pendant l'hiver. Et puis il y a cette magie de recréer des liens. Si on veut rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur les ados, comment on fait, etc. Mon fils, il est 10 fois plus heureux maintenant. Il est heureux là parce que on partage des moments en famille, on joue ensemble, on chante, on fait des choses. Et finalement, en fait, on recrée du lien. C'est ce qui est d'essentiel et on retrouve ça. Donc, c'est une richesse incommensurable. Et puis, appartenant au réseau, on est vraiment dans un écosystème. Tous les week-ends, on a des choses à faire, en fait. On peut aller faire un concert. Là, on avait un loto. Enfin, on se revoit les uns les autres. Et puis, on va chez les uns, chez les autres. Tu as besoin de quelque chose. Tiens, je te donne ça. Tu reviendras, etc., etc. Quoi. C'était ma question suivante. Le lien avec... est-ce que vous avez du lien avec... moi, je pensais plus avec d'autres actions comme les vôtres. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, mais de toute façon,
c'est à plusieurs couches, ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la partie agricole, etc., habitat, mais il y a aussi tout cet imaginaire à créer. Donc, il y a aussi des mouvements artistiques, il y a des mouvements, d'autres mouvements agricoles. Il y a d'autres choses qui se font, c'est très riche. Et s'y intéresser, en fait, c'est plein de bulles comme ça qui fleurissent de partout et qui, ensemble, vraiment commencent à faire société et à faire même presque civilisation. On commence à voir la graine de quelque chose de nouveau qui peut être créé, quoi. Oui, par exemple, ça pourrait être un lundi, on pourrait dire comment tu répares ta voiture. Hop, c'est quelqu'un qui va t'expliquer comment réparer ta voiture ou t'expliquer comment elle fonctionne. Le lundi, on fait ça. Le mardi, on va peindre. Le mercredi, on va monter en compétence sur la législation sur l'habitat léger. Le mercredi, enfin le jeudi, enfin c'est sans fin. Hein, c'est des choses... Moi, j'ai vécu dans les campagnes, j'ai vécu dans les campagnes, donc dans le sud Berry. J'avais pas une vie aussi foisonnante que ça. Hein. Mm-hmm. Ah oui. Et puis, oui, puis il y a la solidarité, c'est-à-dire que si un collectif a besoin de soutien, on peut se mobiliser pour lui. Et puis, enfin voilà, on recrée du lien tout simplement. En fait, on réinvente les formes de solidarité qui a existé avant, en fait. On se réapproprie, en fait, une chose que finalement l'après-guerre, par ces booms de construction économique, etc., nous ont enlevé. Ouais. Oui, qui sont encore... ils disent que ça commence à être les 30... Il y a les 30 glorieuses, mais ça va être les 30... malheureuses. Oui, les 30 malheureuses, parce qu'en fait, on voit que les crises écologiques, elles viennent surtout des années des 30 glorieuses. Ouais. Le rapport Meadows, c'était intéressant en disant les limites à la croissance. Attention, si on continue, on va plus avoir de pétrole, de blé, de plomb, etc. Et on est tellement performant qu'on a gagné 10 ans sur le rapport Meadows. Donc, ce qui devait se passer en 2030, ça se passe maintenant en 2020, sans avoir de solution. J'aime bien l'idée de on est tellement performant. Parce que oui, personnellement, je pense qu'on est tellement intelligent que d'être intelligent, ça nous met en danger. La performance, c'est vraiment une notion qui est destructrice. Enfin, moi, j'aime beaucoup le chercheur Olivier Hamon, qui justement travaille autour de la robustesse, etc., et qui critique aussi cette notion de performance, d'être le meilleur. À quoi bon ? Pourquoi faire ? C'est la ruée vers rien de Michel Rézère. Hein, c'est ça, la ruée vers rien. Ok, on y va, mais du coup, on va où ? On court derrière tout, notre affect, du matérialisme, du temps après le temps. Et puis on le voit. Enfin, les maladies mentales. Enfin, il y a une crise à ce niveau-là. En plus, les aides sont sous-dotées. Il n'y a personne pour aider les gens en souffrance et on fabrique de la souffrance, en fait. Alors que, voilà, il y a simplement d'arrêter, de se poser et puis... C'est ma prochaine émission. Je reçois un groupe qui s'appelle La Place aux Soins. Et elles ne travaillent pas que là-dessus, mais elles font des actions autour de la santé mentale. Oui, ça, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est essentiel. Et de revivre comme ça, simplement... l'être humain, on n'est pas fait pour être solitaire. Donc, chacun dans notre bulle. Donc, mais on l'aime bien quand même. On l'aime bien, mais on a besoin quand même de solidarité, de contact, etc. Donc, pour l'estime de soi, c'est les autres qui nous la renvoient. Donc, il faut bien un moment qu'on ait quelqu'un pour nous le renvoyer. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. On va se glisser encore dans la peau d'un chanteur. Non, je plaisante. RRP. Alors, un autre morceau pour nous. Alors, c'est Jimmy de Moriarty. Jimmy, won't you please come home? The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your grandpa Jimmy is still gonna die.
Jim and Buffalo Jim. There's Jim Buffalo, now that didn't you know? Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette. And there's buffalo piss, and it's all kinda wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose. Our roads lead to Rome with the buffalo. RLP. And the buffaloes used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, roam where you roam. The buffaloes used to say, do what you do. Hey, you gotta have a wash, but you can't clean your name. You're not called Jimmy, you'll be Jimmy just the same. The keys are in the bag, and a chest by the door. And one of Jimmy's friends has taken the floor. Jimmy, won't you please come home? Where the grass is green and the buffaloes roam. Dear old Jimmy, forgot you're young, but you can't ignore the buffalo song. And the buffaloes used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, roam where you roam. The buffaloes used to say, do what you do. If you remember your unknown, Buffalo Land would be your home. If you Radio Libre en Périgord. De retour dans l'alternative avec nos deux invités. Alors, le croissant fertile, ce serait quoi une idée parfaite de toutes ces idées là entre l'agriculture qui respecte l'environnement, les habitats qui respectent l'environnement? Quelle serait cette forme parfaite que le croissant fertile pourrait atteindre? En fait, on plante beaucoup d'arbres fruitiers, donc on crée une forêt-jardin. On teste des méthodes syntropiques en milieu tempéré. Tout le fil conducteur de tout ça, on a une approche de la nature, on n'est pas que dans l'observation, que dans le « oh, la nature, elle fait des choses belles et il faut la laisser comme ça ». On considère que l'homme aussi peut apporter son beau. Et donc en ça, on veut vraiment rendre cet endroit vraiment une espèce de Tu parles en termes d'esthétique d'esthétique, oui. Et de service peut-être. Et de service. Écosystémique, C'est oui, par vraiment exemple. quelque chose, montrer qu'on peut faire du beau, du bon, Du bio. et du bio. Par exemple, pour l'agriculture syntropique, qui est donc l'agriculture qui est une déclinaison de l'agriculture permaculturelle, l'agriculture syntropique, elle vise à améliorer le sol, donc la gradation du sol. Eh bien, on s'est rendu compte que si dans l'amélioration du sol, on peut aussi stocker du CO2, qui est notre principal ennemi aujourd'hui. Donc, on peut apporter des systèmes, des services écosystémiques à notre écosystème, au croissant fertile, à notre échelle en fait. On ne veut pas révolutionner toute la terre entière avec ça, avec ce timbre-poste. On veut simplement rendre visible le fait de faire des expérimentations à la fois sur l'habitat réversible, parce que le droit au logement, parce que mal le logement, parce qu'on ne peut pas le chauffer, parce que des factures qui montent à 15-20% à cause de l'inflation qu'on ne comprend pas en corrélation avec le prix du gaz. Enfin bon, on ne comprend pas. Par contre, il faut payer tous les jours plus. Eh bien, du coup, sur l'agriculture syntropique, on peut stocker du CO2 dans les sols. Et on peut améliorer le sol. Ce que je vais dire, je le dis sans plaisanter, en fait, vous êtes habitant, citoyen et chercheur. Tout à fait.
c'est ça. Quand les gens viendront visiter le Croissant, c'est de voir toutes ces possibilités qu'ils peuvent avoir et pouvoir s'y projeter de manière beaucoup plus aisée parce que c'est concret. Donc c'est ça qu'on veut offrir en fait. On va y revenir sur la partie les gens qui viennent vous voir. J'ai une autre question sur la partie administrative. Qu'est-ce qui pourrait améliorer la situation pour que vous puissiez aller jusqu'au bout de votre démarche? Qu'on nous laisse le droit de s'installer, de rester installé là. On a attaqué par la préfecture et la mairie, donc qui nous reprochent de ne pas respecter les lois d'urbanisme et de s'être installés. Les lois sont tellement mal faites qu'on ne rentre pas dans les cases et on n'a aucun moyen en fait de positionner ces droits. Enfin, même si on y a le droit à l'expérimentation, les mairies ont ce droit-là. Du coup, ils sont en train de quoi? De vous expulser? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas ça. En fait, dans la loi Allure qu'on a dit précédemment, on a le droit de le faire en fait, mais les gens, enfin les instances, les administrations ne lisent pas forcément toute la loi et donc du coup ils font comme ils veulent. C'est aussi simple que ça. Alors que nous on leur dit écoutez, on va faire un permis d'aménager. Puisque le permis d'aménager, c'est possible de le faire. Donc on a c'est un permis d'aménager des habitats sur un terrain. Donc on a formalisé. C'est dans la loi ça? Oui, bien sûr. Mais l'idée, c'est aussi... il y a une loi qui est en train d'être travaillée à l'Assemblée. Elle est en cours dans les navettes entre le Sénat, etc. Qui permet justement... c'est la loi agricole. D'avoir son habitat sur son terrain, sur sa ferme de production. Mais pour l'instant, effectivement, là, au Croissant, là, on part en procès qui peut conclure à nous demander de démonter nos habitats et de partir de là. On te demande, on va te virer de chez toi. Voilà, c'est ça, alors que c'est chez nous. Mais après, vous trouveront peut-être un endroit HLM. Mais c'est ça, il faudra qu'ils nous trouvent dans la cité HLM de Marval. C'est là où, effectivement, on reste positif et puis on est dans une démarche où, justement, on veut mettre ça en avant et montrer que, justement, on est sur une espèce d'absurdité de la loi où on voit bien qu'il y a un nœud, entre la loi actuelle et les besoins du commun de la société vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis du logement, etc. Il y a un nœud et en fait finalement ce procès pour nous c'est aussi le moment de mettre ça en avant. Donc on veut vraiment... On a une pétition qui va arriver sur mesopinions.org où on va expliquer la démarche de la pétition, mais surtout on se retrouve à un moment crise écologique, crise du logement, crise énergétique, crise, etc. Et puis qu'est-ce que le législateur fait à part nous mettre des bâtons dans les roues, alors que les députés, les sénateurs ont envisagé ça en fait. C'est surtout que dans l'esprit de la loi, il a déjà envisagé. Donc, et alors que dans la vie réelle, les gens, les préfets, les maires, les intercommunalités, le millefeuille administratif français fait que on peut pas le faire, alors que ça existe en fait. On peut le faire. Ouais. On sent que justement là, on est sur des blocages de conception où vraiment on va arriver avec des gens qui imaginent un logement, c'est fait avec le parpaing, le toit. Oui, il y a un problème de normes. Il y a un problème de normes. Le leur conception, c'est la norme. Voilà. Alors que c'est une Par bouilloire, contre, en étant à l'écoute, on peut se rendre compte que nous, sur notre terrain, on ne construit pas n'importe comment. On pense aux matériaux utilisés, on pense aux fondations, on pense aux eaux usées, en tout cas aux eaux grises, on pense à la gestion de nos déchets, etc. Donc l'ensemble des points, la sécurité, l'ensemble des points sont vraiment pris en compte, mais repasser au tamis des nécessités environnementales, écologiques, etc. Donc en fait, on est plus dans la loi, finalement, que ce que la loi nous imposerait. On va aller un peu sur comment on peut participer à votre action. Déjà, est-ce qu'on peut venir vivre sur votre terrain ? Oui, c'est ouvert. Hein, on n'est pas un club fermé, donc c'est ouvert. Il faut simplement écrire une lettre d'intention sur le projet qu'on veut mettre
qu'on veut incarner. Ensuite, il y a une période d'intégration qui dure 3 mois, puis après, on est coprésident. Après, juste précise par rapport au fait de venir habiter sur le lieu, il y a aussi, il faut être venu régulièrement avant pour connaître le lieu. En fait, nous, notre démarche a été ça. Pendant 1 an, on est venu régulièrement avant. Déjà connaître le croissant à toutes les saisons, le vivre tout simplement, connaître aussi les habitants, et puis après on a fait notre lettre, et puis après on a fait notre période d'essai, vous avez été embauché. Et après effectivement on a été accueillis dans cette famille en fait. Vous avez été embauché parce que vous amenez une plus-value et parce que vous devenez amis des habitants existants. Puis c'est même vraiment, c'est plus qu'une amitié, on rentre quand même on est plus dans une relation presque familiale en fait. On rentre, parce qu'on vit quand même ensemble et pour s'assurer quand même que... les habitats, je ne vous ai pas demandé, ils sont éloignés les uns des autres ? On a les espaces, on a moyen de... Chacun est à un bout de forêt, mais à 100 mètres de l'autre, ou vous êtes... On est dans un lotissement, non. Non, on est... on est un lotissement d'arbres. 100, 200 mètres les uns des autres. Ouais, mais, on respire, mais on peut ne pas... On a des moments ensemble qui sont importants aussi pour justement faire vivre ces liens. Toutes les semaines, on a déjà des réunions ensemble pour la logistique du lieu, mais aussi des moments festifs qui sont là aussi pour cultiver nos liens les uns des autres. Et puis on a la fête des mais on voisins a permanente, en fait. C'est ça, je veux dire. Je pensais à la fête du croissant fertile, comme la fête de Noël. Oui, par exemple. Un événement qui est créé. On a des événements comme ça qui sont... qui ponctuent, Cool. en tout cas, notre vie de collectif. Et puis après, voilà, on peut passer quelques jours sans se voir. On n'est pas obligé de se voir tous les jours, quoi. Ok. Voilà. Quel impact ça aurait sur notre société si tout le monde passait sous votre modèle ? Quel impact ? Ouais. Est-ce que ce serait tout positif ? Est-ce qu'il y aurait des choses à recadrer ? Il y a une chose, en fait, vraiment le socle fort. C'est quand même tout le travail sur les soins relationnels et sur le soin au collectif. Oui. On a suivi une formation sur la coopération. Il y a des outils, des cadres relationnels qui sont très importants. On travaille sur le travail aussi, un travail qui relie. Même là-dessus, vous êtes en pleine recherche. S'il y avait un ou une sociologue qui viennent pour examiner un peu vos relations de départ, la construction que vous mettez dans vos modes relationnels, dans les prises de décision. Par exemple, le travail, ça lie les gens et donc du coup, on travaille ensemble aussi. C'est un travail de... Pour l'aménagement du terrain. Oui, du terrain, ouais. Ok. Comment vous vous interpellez entre vous quand il y a une difficulté ? Il y a un outil ou... Oui, on a... Tu jettes une pierre ? on a un cadre relationnel qu'on appelle. En fait, on a des moments. En fait, il y a des moments qui sont avec un ordre du jour. Non, même des moments qui sont dédiés à déposer les choses qui vont pas, les cailloux, ce qui gratte. Enfin voilà. Et puis ça permet aussi à l'autre de cultiver son empathie et de comprendre comment on fonctionne. Donc déjà être plus attentif à son positionnement par rapport à nous et donc dire effectivement ça c'est quelque chose qui peut la toucher. Donc ça me ferait peut-être du bien moi de temps en temps. Oui, c'est la diplomatie donc, en fait. Donc on a ces moments-là, donc les choses peuvent être déposées avant en fait que le problème arrive en fait. On prend les choses beaucoup plus en amont. On laisse pas les tensions s'envenimer et aller au blocage. Et si jamais ça arrive quand même parce que ça arrive pas à sortir, on n'arrive pas à le dire et puis dans son coin on rumine et puis ça va vers le mal. Et il y a aussi moyen de demander une aide extérieure. Quelqu'un de neutre, on va lui exposer le problème et puis il va faire justement nous aider à faire ce travail-là. Très bien, très bien. On va passer à la dernière partie de l'émission. Les prochaines actions que vous allez mettre en place pour donner de la visibilité
au croissant fertile, c'est quoi? Là, dans les 6 mois qui viennent, est-ce qu'il y a des actions? Alors, il y a déjà le procès. Il y a le procès le 28 janvier à Limoges. Mais bon, Vous avez besoin de soutien peut-être? Oui, on a besoin de soutien pour mettre en lumière. Comment on vous contacte? Où est-ce que il y a mesopinions.org sur la pétition pour nous aider à. Enfin, pour nous montrer notre soutien. Enfin, en tout cas, on a besoin. Enfin, pas plus. On a besoin de montrer qu'effectivement... on a du monde derrière nous, en fait. Il y a du monde. On prend l'exemple de la dernière loi du plomb, là, où il y a une pétition qui a recueilli 2 millions de signataires, et ça a étonné tout le monde, sauf que les citoyens, ils veulent plus avoir de nourriture avec les pesticides. Déjà, ça c'est déjà dangereux pour la santé des agriculteurs, déjà, premièrement, les premiers utilisateurs, et puis après, ça se retrouve partout, en fait, dans les ans, etc. C'est quand même loi du plomb pour des pesticides. Oui, c'est formidable, la loi du plomb pour le plomb. Et donc, du coup, on va mesopinions.org. Puis après, on va reprendre le rythme habituel. On va embellir le lieu en avril. Le barrage Castor qui va intervenir au moment où il y a des feuilles sur les arbres. Donc, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va aller. Alors, les réseaux sociaux vont pouvoir être relayés là-dessus. On vous invite à venir sur le site, nos sites internet. Il y a la désobéissance ou le croissant fertile. Désobéissance fertile, il y a aussi la possibilité de faire partie de l'association, de proposer des dons. Les dons, ils nous permettent justement de soutenir nos expérimentations. Au maintien, il n'y a pas d'enrichissement personnel. Tout est destiné spécifiquement au lieu. Et puis effectivement, sur ces réseaux-là, nous suivent aussi sur Facebook ou sur Instagram, où on informe de tous les événements qui peuvent arriver. Alors sur Facebook, c'est la désobéissance fertile. Ouais, c'est la désobéissance fertile. Et puis effectivement, au moment des chantiers, venir nous apporter des bras aussi. Allez, dernière question. Où est-ce qu'on peut trouver des références des habitats légers, de la gradation? En fait, sur le site, il y a le livre de Jonathan, La désobéissance fertile. Il y a aussi sur le site, en fait, tous les habitats qui ont été déjà construits. Il y a les plans, il y a les approches qui sont en libre accès. Sur Internet. Ah, très bien. Avec une cartographie française où on a tous les collectifs qui ont choisi d'être visibles via la désobéissance fertile. Donc il y a une cartographie qui recense tous les lieux des lieux en désobéissance fertile, on va dire. Et on a une bibliothèque en open source des habitats. Comme ça, c'est notre expérimentation, elle sert au commun. Par exemple, là, il y a une expérimentation qui est une maison en pétales. On l'a construit, on a fait un chantier participatif pour tester des techniques, etc. On a documenté ces techniques et il y a une entreprise une entreprise basée en Bretagne qui a décidé d'exploiter cette idée. Et maintenant, aujourd'hui, la maison en pétales, c'est un produit, un objet, un concept qui fait vivre d'autres personnes dans une entreprise en Bretagne. Et qui est donc... Nous, on s'est positionné sur l'expérimentation. On est là, tous les habitats, c'est des tests et des... Et cette entreprise, elle paye de l'URSSAF, elle paye de la cotisation sociale, elle paye de la cotisation patronale, elle donne du boulot à des gens, etc. Donc ça participe à la vie de la cité. Je précise, c'est en forme de pétale, c'est pas en pétale de rose. Non, c'est en forme de pétale, exactement. Bon, en tout cas, merci à tous les deux d'avoir répondu à mes questions, d'avoir été présents aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'on gagne. Ah oui, pour le mois de janvier. J'ai aucun doute pour ça, mais parce qu'on est dans le... On est dans le juste, donc ça, je doute pas de ça. Je crois réellement qu'à un moment donné, il va y avoir cette prise de conscience et se rendre compte qu'on peut pas empêcher les gens d'essayer de faire des choses et qui soient en plus respectueux de l'environnement. Qui viennent vérifier s'ils veulent qu'on respecte et qu'on soit attentionné vis-à-vis de ça, mais qu'on nous empêche pas de faire alors que l'État ne fait rien pour le moment. Voilà. Et condamné d'autant plus. On va clore sur cette parole. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.
RLP. Radio libre en Périgord. L'alternative, c'est pas malin. C'est la nuit noire ou le matin. C'est devenir un gros connard, fermé à tout témoin de rien. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? On est comme des girouettes rouillées.